Je me présente succinctement, je suis Luigi Flora, je suis, un patient qui est devenu chercheur. Je suis, co-directeur patient du centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public de la faculté de médecine de l'université Côte d'Azur et coordinateur du partenariat des personnels et profs de psychotraumatisme au centre, national ressources et résilience, dont je sors là. Et si j'ai pas pu assister à l'ensemble de la journée, j'ai participé en partie, à la matinée et puis j'avais travaillé quand même sur ces perspectives. Alors, principalement les perspectives en France, mais pas que. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, un fait important puisque je travaille dans le champ de la santé, même si je suis un patient, je n'ai aucun lien ni, les structures auxquelles, avec lesquelles je travaille, ni de lien ni de conflit, à déclarer avec, une entreprise, faisant des bénéfices sur le champ de la santé. Diapositive suivante. On connaît tous le contexte, hein, je le rappelle quand même, il y a, une, une grosse augmentation des publications, sur la participation des patients, selon les terminologies qu'on peut employer aujourd'hui avec une inflation vraiment, donc un intérêt croissant qui donne une illustration, si je peux dire, en fait, de l'intérêt des patients, pour leur santé ou pour la participation, à différents niveaux, du système de santé. C'est en axe avec, en fait, ce qu'avait relevé le British Medical Journal en 2013, en disant que, ben, c'était important de laisser de la place à, cette motivation, cette mobilisation des patients sous toutes les formes, qu'elles peuvent traduire. British Medical Journal qui aujourd'hui a des relecteurs, patients, au sein de son comité de lecture, ce qui est un point important, qui passe vraiment, qui donne vraiment une notion en fait, de la place que peuvent prendre aujourd'hui, les patients, les usagers, dans, le système de santé, de manière, systémique. Donc les enjeux, donc le premier enjeu, pour moi, c'est, vraiment celui de l'approche relationnelle de soins choisis, hein, loin d'essayer d'avoir un système homogène. On est dans une diversité, mais ça me paraît clair, en fait, comme l'a un peu, d'ailleurs très bien éclairé ce matin, mon collègue Alexandre Berkès, en fait, que, selon en fait, la posture choisie, hein, qu'on soit dans une approche, paternaliste, centrée, ou l'approche de partenariat de soins avec le patient, en fait, on mobilise différentes postures, différents langages et surtout on communique différemment et ça a des conséquences vraiment sur la manière de faire. Et puis, on peut partir de plusieurs postures, mais c'est important pour soi-même et pour les bénéficiaires, que les bénéficiaires soient des patients ou d'autres professionnels avec la manière de travailler, en fait, que ces postures soient claires et cette approche soit claire. Le deuxième enjeu tient à ne pas confondre les buts et les moyens. Ça a aussi été très bien éclairé ce matin par Alexandre. Je trouve que de plus en plus dans la société, il y a une confusion entre les moyens et les objectifs. Or, si on mobilise aujourd'hui des patients ressources, formateurs, des patients qualifiés, des patients experts, il ne faut pas oublier qu'on les mobilise pour en fait améliorer le soin et la possibilité à chaque patient en fait de devenir partenaire dans ses propres soins. Et je l'explique parce que en fait, c'est vraiment un biais français. Quand je regarde, la manière dont on a, élaboré, le modèle, de soins en partenariat, à partir de la faculté de médecine de Montréal et quand je vois comment souvent on fait référence dans les projets, dans les communications, dans les publications de la mobilisation des patients, en fait, on perd de vue, ce qui a encore une fois été très bien expliqué, ce matin par Alexandre, on perd de vue que l'objectif, en fait, c'est vraiment le patient. Alors le patient est en creux. Et moi, je participe à des congrès depuis maintenant une vingtaine d'années où souvent, effectivement, le patient, on n'en parle pas tellement. On parle des organisations. Et donc ça, c'est confondre le but et les moyens. Et ça me paraît vraiment essentiel. Et je participe d'ailleurs dans une certaine mesure parfois à cette confusion. Donc c'est vraiment un travail, c'est pas une provocation, c'est vraiment, et Benoît Pétré surtout, on a tous à se remettre en question parce que c'est vraiment un enjeu essentiel. Le troisième enjeu, c'est la recherche. Et Benoît Pétré, surtout, on en a beaucoup parlé. J'ajouterai un élément par rapport à la recherche, c'est celui de faire un travail de recherche sur l'indexation, les mots-clés qui nous permettent d'avoir un grain plus important au niveau de ce qu'on pourrait trouver comme savoir existant, que ce soit les savoirs complémentaires ou les savoirs des patients. Et je fais référence en fait à la première illustration que je vous ai présentée en introduction au travail d'Olivier Lasvernias et d'Emmanuel Jouette, qui ont fait une méta-analyse de plus de 5000 articles et qui ont eu cette conclusion-là, hein, la conclusion de dire, bah, en fait, voilà, il y a un réel problème d'indexation.
Par exemple, si on regarde comment est mobilisé le savoir des patients, souvent il est mobilisé épistémologiquement sur un principe de salutogénèse, alors qu'en fait toute la médecine est adossée sur un principe de pathogénèse. Avoir un travail d'indexation intéressant, ça nous permettrait de faire rentrer en fait l'ensemble de notre effort pour travailler avec le patient, avec une meilleure lisibilité et une manière d'aller plus loin dans le partenariat. Les perspectives, bah, je dirais que les perspectives, elles sont quand même importantes, hein, et je ne parle pas de tous les freins qui ont été en partie évoqués là aussi par Benoît Pétré, mais aussi par le professeur André Grimaldi, mais une partie de plus en plus importante de la population avec l'accès à l'information et puis avec, ne nous le cachons pas aussi, hein, les problèmes de démographie médicale qu'il peut y avoir en France et en Europe. Et ça a été particulièrement criant quand même, enfin c'est particulièrement criant en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre avec la pandémie et ses conséquences, hein. Donc une partie plus importante de la population est désireuse de participer à ce qui les concerne. Et là encore, ça a été dit aussi dans cette journée, ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à ne pas se laisser piéger par une injonction qui fait que tout le monde devrait être patient, partenaire, et de rester vraiment dans une dimension d'être patient partenaire s'il le souhaite. Et quand il le souhaite, il y a des moments où, en fait, moi je suis malade chronique depuis longtemps, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de participer à mon émancipation, ne pas subir ma maladie, mais il y a des moments, j'ai aussi besoin en fait d'avoir des professionnels de santé qui s'occupent de moi. Si ça reste de ma décision, en fait, ça reste une forme de partenariat et c'est très important, hein. On a un cadre légal, ça a été aussi dit, et des recommandations qui ont été exposées ce matin, que ce soit les différentes lois ou que ce soit les dernières recommandations de la HAS, qui sont quand même aussi un cadre légal favorable, avec en réserve ce qu'a aussi émis le rapport Interreg sur la nécessité d'ajuster les textes législatifs à cette manière d'entrer dans le soin, d'accompagner les patients et les organisations dans le partenariat, hein. À cet effet, avec le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public et le Centre de recherche juridique de l'Université Paris 8, on lance un axe de recherche sur plusieurs années qui démarre le 4 décembre sur justement comment ajuster d'une part toutes les injonctions paradoxales qu'il peut y avoir dans les différents textes de loi qui ont été votés au fil des années en France, et comment mieux organiser et mieux encadrer l'activité des patients qui servent l'intérêt général. Et puis, on a un environnement et un tissu organisationnel qui est relativement propice, hein. En éducation thérapeutique, on a énormément d'équipes qui travaillent déjà en partenariat. On a vraiment un écosystème qui a été créé. Juste l'écosystème, il faudrait que, et globalement, c'est une des remarques que j'aurais à faire, qui a été d'ailleurs, Benoît Pétré l'a remarqué lors de sa présentation. En fait, on s'est beaucoup organisé autour du système de santé via les établissements. Or, aujourd'hui, le système de santé est beaucoup plus large que les établissements. La plupart des soins qui sont faits ne sont pas des soins qui sont faits dans ces établissements. Donc, il faut arriver à élargir. On a en France le Centre d'innovation du partenariat avec les patients publics qui a été créé. On a une alliance, un réseau qui a été créé, un réseau francophone qui a été créé. Il y a les universités des patients qui ont su s'adapter. La première université des patients a été créée en Allemagne et elle a été reprise dès la loi HPST de 2009 avec l'article sur l'éducation thérapeutique à travers l'université des patients créée à Sorbonne Université. Mais depuis, il y a d'autres universités qui ont été créées. Il y a une union francophone des patients partenaires qui a été créée à partir d'une de ces universités. On a aussi en fait les associations qui sont très mobilisées en France autour de l'éducation thérapeutique et qui font des choses magnifiques. Vous avez eu un exemple cet après-midi, je crois, avec la présentation de ce que fait l'AFA avec Éric Balèze. Donc on a tout un environnement et un cadre qui sont pour moi des perspectives intéressantes et qui sont des perspectives dont peuvent s'inspirer en fait les autres pays qui ont participé à Interreg. Et puis on a des moyens opératoires existants, hein. On commence à avoir des cadres, hein. Interreg a sorti pas mal d'outils. Les travaux que nous avons fait avec Marie-Pascale Pomé il y a quelques années avec le tableau sur comment situer les actions est repris aujourd'hui de manière assez importante. J'ai reçu là dernièrement des travaux d'orthophonistes, de kinés, de pharmaciens qui reprennent ces outils-là pour essayer de voir en fait où en sont les praticiens dans chacun de ces domaines. Donc, on devrait pouvoir aller vers du travail en interprofessionnalité en partenariat avec le patient, des moyens qui sont assez importants. Et on est rentré vraiment dans un nouveau paradigme avec le partenariat de soins avec le patient. Pour vous donner une image, et je conclurai là-dessus, j'ai observé en fait quelle était la présentation de la journée. Et je ne dis pas ça pour provoquer, je dis ça parce que j'ai aucun doute sur la motivation de ceux qui ont organisé cette journée, ce colloque,
Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir invité, je les remercie pour tout ce travail accompli. Mais si on regarde bien, le temps de parole qui a été attribué aux patients et à partir de quand les patients ont commencé à prendre la parole dans la journée. Et on peut se poser la question de savoir effectivement, de manière réflexive, quels sont les outils qui nous permettraient de ne pas rester dans des discours. Je ne suis pas en train de dire du tout que pendant ce colloque, on a été dans le discours. Mais c'est le chemin important que nous avons tous à faire pour continuer à passer pour le patient avec le patient et à un partenariat dont bénéficie l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit les patients, les proches, les citoyens, mais aussi les professionnels de santé, en travaillant ainsi. Voilà, je vous remercie. J'ai laissé une petite phrase normalement derrière. Voilà, dans les années à venir, la prise en compte de l'expérience humaine et son processus de transformation vont devenir non seulement nécessaires aux investigations scientifiques, mais véritablement essentielles. C'était Francisco Varela qui avait écrit ça il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et je ne peux que aller dans ce sens-là. Et puis, voilà, vous avez les références bibliographiques à la fin de ce document qui vous sera remis, qui vous sera disponible. Voilà. J'ai terminé pour les perspectives. Merci beaucoup, Monsieur Florat, pour ces conclusions intéressantes. Effectivement, la participation des patients dans la genèse de cette grande aventure est absolument essentielle, hein. Elle va certainement s'amplifier avec le temps. Il est nécessaire que, effectivement, dans chaque niveau du système de santé, il y a une masse critique de patients qui s'engagent dans cette démarche au service de la communauté, au sens le plus large. Et c'est, comme le disait Catherine Tourette-Tourgis, cette masse critique qui est actuellement insuffisante. Mais je crois que vous devrez beaucoup pour la développer. En tout cas, soyez remerciés de votre intervention ainsi que de votre participation. Merci. Alors, on est tous épuisés, pour ne rien vous cacher, par cette grande journée. Vous aussi, certainement, parce qu'elle a été longue. Donc, je pense qu'on va conclure tout ça en espérant que d'autres prennent la relève pour que ce bateau, ce train, cette caravane du partenariat franchisse les étapes et devienne opérationnel un peu partout, parce que c'est, comme vous le savez encore mieux que quiconque, c'est pas si simple d'arriver dans la vraie vie. Je crois que, comme l'ont dit beaucoup de conférenciers, l'objectif, c'est bien que ça arrive dans les soins de proximité et pas simplement dans les grands services hospitaliers qui font déjà de l'ETP et qui ont une réflexion là-dessus depuis un certain temps. Mais on voit que le vent souffle dans la bonne direction et qu'il faut continuer le combat. Je pense qu'on va conclure cette journée en vous remerciant encore une fois de nous avoir rejoints. Je souhaite donc une bonne soirée à tout le monde, réconfortante et un bon week-end. Ensoleillé. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir.